C'est au Caire, capitale de l'Égypte, que se dresse majestueusement le parc Al-Azhar. Planté sur une colline, ce havre de verdure et de calme se déploie sur 30 hectares. Sa fraîcheur et sa couleur détonnent avec la poussière et le tintamarre de la ville surpeuplée. Lorsque le parc Al-Azhar voit le jour en 2005, c'est une révolution pour les Kérotes. Pour la première fois, un espace contemporain ose en effet s'approprier les codes de l'art des jardins d'Orient pour les remettre au goût du jour. Allées rectilignes et canaux ruisselants y reprennent la trame et les motifs chatoyants des tapis d'Orient. Comme tout droit sorti des Mille et une nuits, le parc Al-Azhar est une invitation à la douceur de vivre. De quoi ravir la Green Team qui a fait le succès de ce jardin, à la fois si classique et si contemporain. Les architectes Laila Masri et Maher Stino, le botaniste El Saadi Badawi et Chéri Ferrian, le boss. Grâce à eux, cet immense poumon vert est devenu le Central Park de l'Égypte, où de nombreux Kérotes viennent s'oxygéner tous les jours. Le défi principal était d'arriver à créer un paysage égyptien, endogène, local, avec des idées égyptiennes, des matériaux égyptiens et des plantes égyptiennes. Un lieu où, lorsque vous y pénétrez, vous vous sentez en Égypte. Si vous regardez autour de vous, les matériaux, que ce soit le granit ou le marbre, sont égyptiens. L'éclairage et le site sont égyptiens. Même l'eau est égyptienne. On voulait emprunter le vocabulaire de l'architecture islamique pour concevoir un parc moderne du XXe siècle. L'idée était d'abord de concevoir cet axe principal qui reflète la philosophie des anciens jardins islamiques. De cet axe découle une série de jardins qui s'inscrit dans un contexte totalement naturel. Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a très peu de jardins égyptiens au Caire. La plupart des jardins publics, aménagés à partir de l'époque coloniale, s'inspirent en effet des parcs à l'anglaise ou des jardins parisiens, comme les Buttes Chaumont ou le parc Monceau. Les jardins orientaux, eux, renvoient à une tradition millénaire qui commence dans les oasis. Face à une nature aride, les peuples du désert protègent les tout premiers jardins derrière de hauts murs. Les jardins d'Orient sont conçus comme des espaces clos et paisibles, à l'écart du monde et du temps. Cette nature au milieu du désert, si sensuelle et parfaite, incarnait pour les anciens le paradis sur la terre. Beaux et accueillants, les espaces luxuriants du parc Al-Azhar nous entraînent ainsi loin du tumulte de la ville, et ce dès l'entrée, grâce au bruit des fontaines et au marbre étincelant de l'allée principale. Il suffit alors de suivre cette allée bordée de 100 palmiers pour plonger dans un véritable jardin des délices. Ce paradis parfumé et reposant cache surtout un travail de conception rigoureux qui fascine les architectes à l'image de Nouran Abdelrahman. Depuis l'observatoire, la jeune chercheuse ne cesse d'étudier cet endroit étonnant. Quand on pénètre dans le parc Al-Azhar, la sensation que l'on ressent ne concerne pas un espace en particulier. Il s'agit plutôt d'une sensation générale. Ce parc représente le jardin islamique qui s'est développé à travers plusieurs siècles. On a la sensation d'une rupture avec le monde extérieur et de pénétrer dans un monde spirituel qui se sépare complètement de la cité. Ce n'est pas seulement à travers le design visuel, mais également grâce au bruit de l'eau quand on pénètre dans le parc et que l'on s'y promène. Quand vous entrez,
vous avez vraiment la sensation de ne plus entendre le bruit des voitures et de la ville. Vous avez vraiment la sensation de ne plus rien entendre. Le design réussit à créer une véritable séparation entre cet espace vert et la rue. Vous sentez que vous pénétrez dans un lieu complètement déconnecté du monde profane. C'est en ça qu'il représente typiquement le concept islamique, un design islamique intemporel. En tant qu'espace, le jardin islamique représente une imitation du paradis et de ses fleuves. C'est une simulation du chemin vers le paradis. La chose la plus importante, c'est l'eau. Et l'autre chose la plus importante dans l'architecture islamique, c'est d'utiliser le moins d'eau possible tout en offrant le plus de satisfaction visuelle. Comme les cascades, par exemple, qui utilisent très peu d'eau, mais qu'on peut entendre, voir et toucher. Le moins d'eau possible, tout en offrant le plus de satisfaction. Ondoyante tel un serpent et traversant tout le parc, l'eau est le fil conducteur de notre balade. Elle provient ici directement du Nil et parcourt les 10 km d'un réseau d'irrigation jusqu'à un grand lac artificiel qui joue le rôle de réservoir pour tout le parc. L'eau est l'âme des jardins d'Orient. De canaux en rigole, elle règne en maîtresse des lieux. Depuis Baghefine, l'un des plus anciens jardins d'Iran, jusqu'au célèbre palais de l'Alhambra à Grenade, ces endroits sublimes reposent en effet sur une parfaite maîtrise des techniques hydrauliques. Ce sont elles qui donnent vie au parc Al-Azhar. Les jets d'eau des fontaines et les rives sauvages ramènent le promeneur au bord du Nil. Après avoir parcouru l'axe principal du parc, prenons de la hauteur. Le dessin géométrique des allées s'efface, tandis que le relief découvre ses courbes naturelles qui descendent en pente douce vers la ville. La différence entre l'altitude de la colline, qui se trouve à 80 mètres, et celle du passage à côté du mur historique, qui se trouve à une trentaine de mètres, elle est de 50 mètres. Ce contraste topographique offre un certain plaisir aux visiteurs du parc. Les gens peuvent marcher ici, puis monter sur la colline, ou bien en descendre. Quand vous vous baladez dans le parc, vous pouvez voir que beaucoup de gens aiment s'asseoir sur la colline. Les collines de l'Ouest revêtent une grande importance. Vues de l'extérieur, elles apparaissent comme un champ de fleurs et de verdure magnifique, dépassant tout le reste. Le problème que nous avons rencontré était le fait que ces collines étaient très pentues. Mettre des plantes qui demandent trop d'eau aurait causé des dégâts, comme des glissements du sol et l'effondrement du mur d'enceinte du parc. Nous avons donc décidé de planter ici des végétaux issus des zones arides et très peu gourmands en eau. Nous avons dû nous adapter afin de préserver le mur et l'environnement. Ce versant du parc contraste avec les plantations travaillées des jardins d'Orient. Tout n'est ici que nature et végétation spontanée. Une flore qui semble naturelle et marque le caractère contemporain du parc Al-Azhar. J'ai planté toutes sortes de végétaux qui sont déjà présents dans les jardins en Égypte. Nous avons des nurseries et bien sûr des serres pour les cultiver. Un parc comme celui-ci a besoin d'une quantité considérable de plantes. Nous avons ainsi produit des millions de plantes. Ici, nous avons planté presque 500 espèces différentes de plantes. Et chacune d'elles se décline en plusieurs milliers de variétés. Nous possédons donc maintenant des multitudes de variétés.
Je suis aussi parti aux États-Unis où j'ai visité l'Arizona, car c'est une zone aride et très chaude et son sol est désertique. L'eau est rare là-bas, comme chez nous. Ce climat correspond aux défis que nous avons à relever ici. Voilà pourquoi j'ai choisi certaines plantes présentes là-bas qui poussent bien et qui supportent la chaleur. J'en ai rapporté des graines. Nous les avons plantées et cultivées abondamment dans ce parc. Voici un Acacia smallii de l'Arizona. Il a besoin de très peu d'eau. En même temps, il offre une ombre qui nous protège bien de la chaleur. Son bois est assez solide et lui permet de résister au vent. Nous avons également cherché parmi les plantes égyptiennes ancestrales, celles qui sont rares ou en train de disparaître, telles que le sycomore. Aujourd'hui, cet arbre est en voie de disparition. La star du parc, c'est lui, le figuier sycomore. Comme ça, il n'a l'air de rien. Et pourtant, si on le surnomme le figuier des pharaons, c'est qu'il était déjà cultivé dans l'Égypte ancienne. On retrouve son bois jusque dans les tombes de la vallée du Nil. Cet arbre robuste peut vivre plusieurs siècles et joue un grand rôle dans la médecine populaire égyptienne, avec ses racines vermifuges et son écorce antitussive. Apprécié pour ses fruits savoureux, le sycomore était l'une des plantes fétiches des boustans. Ainsi appelait-on jadis ces vergers irrigués où il suffisait de tendre la main pour croquer dans un fruit. À l'origine, la ville du Caire a été fondée autour d'un de ces jardins fruitiers, que le parc Al-Azhar remet aujourd'hui au cœur de la ville. Dans les jardins d'Orient, le boustan, autrement dit le jardin fruitier, représente quelque chose d'essentiel pour un Égyptien. Depuis l'époque des pharaons, ce qui remonte à près de 5000 ans jusqu'à aujourd'hui, l'Égyptien aime avoir des fruits dans son jardin, avoir quelque chose de comestible. Il veut aussi que son jardin sente bon et qu'il soit beau à voir. Son environnement doit être à la fois pratique et esthétique, mais également agréable sur le plan sensoriel. Tous ces éléments sont indispensables à sa qualité de vie. Personnellement, je considère les plantes que j'élève depuis qu'elles sont toutes petites comme des enfants. Je vis le moindre dommage qu'elles subissent comme une atteinte personnelle. Tous les ouvriers qui travaillent ici avec moi partagent ce même sentiment de respect. Ceux qui s'occupent de l'entretien de ce parc, tous sans exception, sentent qu'ils doivent préserver ces plantes. Il faut faire tous les efforts possibles pour conserver le parc dans son bel aspect actuel. Il est bien difficile de croire qu'il y a 10 ans à peine, le promeneur foulait ici une montagne de déchets. Depuis le XVe siècle, les habitants de la ville déversaient leurs ordures sur cette colline. Et pourtant, du repoussant a jailli le miracle. La transformation de cette montagne d'ordures en un jardin a été un grand défi. La première fois que Laïla et moi sommes venus sur ce site, nos pieds se sont enfoncés dans le sol jusqu'aux cuisses. Il y avait des déchets partout. C'était vraiment repoussant. On s'est d'abord dit que c'était impossible de créer un jardin ici. Notre première impression a été de dire « c'est une blague ou quoi ?» Il était inconcevable de faire quoi que ce soit ici. Toutes les tentatives de construction sur le site s'écroulaient. C'est la raison pour laquelle ce lieu est resté 600 ans sans que rien n'y pousse. En plus, le quartier dans lequel il se trouve, Dar Balamar,
était connu pour être le repère des trafiquants de drogue et des criminels. Ça donnait une impression très négative. Ce lieu avait vraiment mauvaise réputation. Arrivé sur place, notre défi était beaucoup plus important que ce à quoi on s'attendait. Un sol problématique, un environnement difficile, des complications géotechniques, tout était contre nous. Mais en dépit de tous ces obstacles, nous avons relevé le défi. Nous voulions prouver qu'il existe en Égypte des professionnels capables de construire un parc de niveau mondial malgré toutes ces difficultés. Sous ce tas d'ordures était enfoui un trésor. Le très vieux mur d'enceinte de la ville, accolé au vieux quartier de Darb al-Ammar. Créer un jardin, mais aussi restaurer les 1,5 km de ce rempart du XIIe siècle, telle était l'idée folle du prince Karim Aga Khan, richissime héritier d'une grande famille du Moyen-Orient. Dans les années 80, ce philanthrope épris d'art et de culture avait deviné l'incroyable potentiel de cette benne à ordures géante. Avec l'aide de sa fondation, il changea alors la destinée de la capitale égyptienne, polluée et congestionnée, en lui offrant cet espace vert. Nous avons mis 4 ans pour construire le parc. 2 ans en sous-sol et les 2 autres années en surface. 2 ans à creuser le sol sans cesse. Aujourd'hui, les visiteurs du parc sont impressionnés par les travaux effectués en surface. Mais ils ne se rendent pas compte qu'un effort équivalent a été fourni pour le sol. Si aujourd'hui le vert immaculé contraste avec l'ocre ambiant, le défi a été de taille. Comment rendre ce sol fertile et permettre à la végétation d'y pousser? Comment le structurer, l'enrichir et surtout le purifier des divers polluants qui y ont été déversés au cours des 500 dernières années? Nous avons analysé le sol et les résultats étaient encore plus mauvais que nous le pensions. Nous avons constaté que la quantité de sel présente dans ce sol dépassait celle que l'on trouve dans la mer Rouge. Quand on plantait ces végétaux, ils ne survivaient pas plus de 48 heures avant de mourir. De plus, le sol ici empêchait toute pénétration de l'eau. La solution a alors été de mélanger le sol d'origine à d'autres matières qui permettent à l'eau de pénétrer jusqu'aux racines. Sinon, les plantes allaient mourir. On a ajouté du sable au sol d'origine et les plantes ont enfin réussi à pousser. Des collines de ce versant ouest dévalent des sentiers sinueux où chaque virage joue avec la ville pour en marquer les points de vue. Le parc se dévoile aux quartiers alentours, offrant aux habitants de Darb al-Ammar, le quartier populaire en contrebas, son cadre luxuriant. La ville aux 1000 minarets se change ainsi en un spectacle magique pour des Égyptiens, à nouveau fiers de leur capitale. Ce qu'on ressent quand on se promène dans le parc Al-Azhar, c'est que son design est très réussi, parce qu'il crée un vrai lien entre les gens et leur environnement. C'est ce qui manquait aux autres parcs du Caire. Architecturalement parlant, le Caire a connu beaucoup de changements. Mais la ville a toujours été un ensemble de constructions denses et compactes, collées les unes aux autres. La ville est plutôt horizontale et pas trop verticale. On a même empiété sur certains parcs pour créer des rues ou construire des immeubles. Le parc Al-Azhar est en quelque sorte le contre-pied à ce phénomène. Dans cette grande métropole congestionnée, où les bâtiments se battent pour prendre de la hauteur, où seule la traversée du delta du Nil offre une sensation d'espace, les horizons infinis du parc Al-Azhar sont une bénédiction. On sait qu'en Allemagne et en Iran, on compte 17 mètres carrés de zones vertes par habitant. En Égypte, l'espace vert disponible pour chaque individu, c'est à peine la taille d'un pied. Au Caire, nous souffrons vraiment du manque d'espace vert. Il faudrait encore au moins 10 autres endroits comme celui-ci pour combler les besoins des 17 millions d'habitants du Caire. La deuxième chose,
et qui est peut-être la plus importante, c'est qu'il y a 60 ans avant la conception du parc Al-Azhar, si j'avais dit à un habitant du Caire d'aller se promener dans un parc, il m'aurait regardé et ri au nez. Pour la majorité des gens, les parcs étaient considérés comme des endroits sales, laids et dangereux. C'étaient des endroits bruyants où on se faisait harceler. Le parc ne fait pas partie de notre culture. L'ouverture du parc Al-Azhar a montré à chacun que, quelle que soit son importance, qu'il soit riche ou qu'il soit modeste, que ce soit un enfant, une vieille dame, un fonctionnaire ou n'importe qui, chacun pouvait profiter d'un tel espace public. Ce parc a été conçu pour permettre aux cultures de se rencontrer, aux classes sociales de se côtoyer à toute heure de la journée, le matin, l'après-midi ou le soir. Et ça, c'est le grand tournant vers la modernité qu'a pris le Caire. Le parc Al-Azhar semble réussir l'impossible. La fusion entre le paradis secret des jardins Claude Orient et une nature spontanée, accessible à tous. Pour terminer en beauté cette promenade, au bout du chemin, place au spectacle, avec un théâtre à ciel ouvert, adossé au rempart, qui offre sa scène au chant et à la danse. Au moment de la création et de l'ouverture du parc en 2004, nous avons essayé de nous distinguer en faisant de cet endroit non seulement un lieu de promenade, mais aussi de loisirs et de culture. La culture, ce n'est pas simplement se promener dans ces allées. Ça passe par beaucoup d'activités que nous avons initiées dans ce parc. Il y a des spectacles musicaux, mais aussi un théâtre permanent qui se trouve tout en bas du parc. Les gens, en réalité, ne viennent pas seulement pour faire une simple promenade, mais ils viennent également profiter des programmes culturels quotidiens que nous leur offrons. Le vendredi, la fontaine est arrêtée. On propose alors un spectacle musical ou un autre spectacle culturel en plein air. Il y a une vraie diversité dans le choix des activités que nous offrons. Les gens se rassemblent autour de cet espace et ils apprécient beaucoup ce moment. Je voudrais ajouter une anecdote qui m'a marqué. On était dans le parc et un monsieur très pauvre qui se promenait avec sa famille se précipite vers moi. Il me demande si c'est bien moi qui ai créé ce parc. Je lui ai répondu « Oui, c'est moi ». Alors il m'a pris dans ses bras et m'a remercié chaleureusement pour ce très beau jardin. J'ai éprouvé un sentiment magnifique. C'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il m'a dit quelque chose de surprenant. Il m'a dit « On sent que la personne qui dirige le parc nous respecte en tant qu'être humain. Et nous, en contrepartie, on veut respecter cet endroit. » À la fin de la journée, les gens viennent s'asseoir sur le sommet de la colline nord pour écouter la prière tout en regardant le coucher du soleil. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ces pentes deviennent un endroit aussi attirant pour les gens. Aujourd'hui, le jardin offre une vue panoramique du Caire historique qui n'existait pas auparavant. Si au coucher du soleil, le parc se fait balcon serein sur la ville grouillante, quand la nuit tombe, le spectacle continue, qu'on soit assis dans le théâtre en plein air ou depuis sa fenêtre, derrière le mur médiéval. Le parc Al-Azhar, c'est autant un lieu d'exploration que de réappropriation d'une identité culturelle. Un endroit qui défend une belle idée, celle d'une culture à la portée de tous.
Thank you.